Et bonsoir à tous, bienvenue sur écoutez la chaîne des vieux du Berry qui vont vous parler de Magic. Ça nous fait un peu plaisir de se retrouver entre copains, ça fait longtemps qu'on joue. D'ailleurs, écoutez, on va se présenter. Je donne la main à Zeil et tu nous fais vite fait une petite présentation, puis on rentre en vif du sujet juste après. Vas-y. Oui, c'est Zeil. Je joue à Magic à peu près depuis la sortie de Kaladesh. Plutôt en compétitif dans les formats standards, modernes, pionniers et limités, avec une petite préférence pour le moderne. Voilà. Yeshiba, tu te présentes, la légende de Magic à Bourges. Bonjour à tous. Voilà, moi, Yeshiba. Moi, je joue depuis la sortie de Carnage. Enfin, j'ai commencé Magic depuis Carnage et j'ai pas lâché depuis. Donc, comme il y avait une petite association et après elle a arrêté, donc j'ai décidé d'en monter une et depuis, voilà, ça fait 12 ans qu'elle existe. Donc, c'est le Conseil des Licornes et ça fait un petit peu de pub. Donc, c'est pour ça qu'on monte un petit peu ça aussi. J'aime un petit peu tous les formats, standard, limité, legacy, moderne. Voilà. Et puis j'aime bien le compétitif parce qu'on bouge pas mal. On est à Bourges, une petite communauté qui bouge. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis écoutez, Beaumont, voilà. J'ai commencé moi aussi en Carnage. J'ai commencé dans le département de la Vienne avec le fameux Christophe Loire à l'époque, à la Flèche, avant d'immigrer dans le Berry, où j'ai rencontré une belle blonde aux yeux verts. Et puis, j'ai souvent joué, j'ai souvent parlé sur les forums de Magic et de choses comme ça. Pas trop en compétitif, parce que malheureusement le travail et la vie de famille n'aident pas beaucoup. Et je suis très heureux d'être à Bourges avec mes copains, parce que franchement ça bouge, c'est toujours là et c'est du sérieux. Voilà. Bon les gars, je vous propose de commencer par parler de cette nouvelle capacité qu'on appelle compagnon qui, je trouve, au fil des semaines, s'avère de plus en plus compétitive, de plus en plus intéressante et qui nous ouvre, comme nous a dit notre ami Zeil hors micro, d'autres capacités de jeu. D'ailleurs, ça tombe bien, je lui laisse la main. Oui, on va parler effectivement de cette nouvelle capacité qui change réellement la façon de construire son deck, puisque la capacité compagnon, de manière générale, impose des restrictions à la construction du deck. Si on prend par exemple l'Urus, qui nous demande que les cartes de permanent de votre deck de départ a un coût de mana inférieur ou égal à 2. Donc pour l'avoir en compagnon, c'est-à-dire qu'il doit être dans le side, il doit faire partir des 15 cartes du side, et on le révèle au début de la partie pour que votre adversaire sache que vous avez un compagnon, et vous pourrez le sortir à n'importe quel moment, dans les conditions d'invocation d'une créature, cela va sans dire, mais il fait partie de votre main, entre guillemets, puisqu'il est dans une zone spéciale compagnon. Et donc, du coup, il vous est accessible très, très facilement. En gros, ça vous rajoute une carte à la main, quoi. Exactement. Ueshiba, qu'est-ce que tu en penses? T'as un petit avis là-dessus, même si tu nous avoues être un peu... Ouais, pas encore trop au fait de l'extension. Ouais, moi en fait, compagnon, quand j'ai découvert cette capacité, je sais pas, je la trouvais pas, je l'ai pas vraiment essayé. Je la trouve pas terrible dans le sens où dès le départ, on doit montrer son compagnon à l'adversaire. Donc en fait, on va déjà savoir quelle couleur il joue. Donc en fonction de cette carte-là, ça va nous donner un indice si c'est un jeu métagamé. Donc on va être capable, comme tu disais tout à l'heure, Beaumont, de mulliganer pour avoir les bonnes cartes. Mais c'est surtout de connaître le deck en face. Et c'est ça qui me gênait pour prendre ces cartes en compagnon.
Comme le dit Ueshiba, c'est notre deuxième essai parce que hier il y a un gros flanc à la technique qui a oublié d'enregistrer le son à présent. Donc on a eu le temps de bien parler des cartes et ce matin de jouer forcément pour essayer d'être plus performant. Et je me suis fait un petit deck noir avec les lignes du vide qui a littéralement tué les decks le russe et surtout le nouveau Mulligan qui, comme dit Ueshiba, quand j'ai vu le russe sur la table parce qu'il est obligé de le révéler, et forcément j'ai mulligané jusqu'à l'attraper. Donc c'est vrai que ça donne une information. Mais comme tu disais, quand même, les capacités, que ça soit sur le Lurus ou sur l'Orion, d'ailleurs, comme tu nous as dit hier, qui ont produit 2 decks qui sont en train de rouler sur tous les autres, les capacités en valent la chandelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zale. Si, tout à fait. Réellement, c'est quelque chose qui est vraiment un plus dans un deck, que ce soit l'effet de l'Urus de pouvoir rejouer des créatures du cimetière ou des enchantements du cimetière, que ce soit Orion, qui te permet de blinker un board entier sans avoir à devoir attendre de l'avoir en main, c'est extrêmement fort. Pour ma part, c'est du oui. Oui, donc voilà. Donc vous avez nos 3 avis, on reparlera plus précisément des cartes plus tard. Capacité et la mutation. Alors c'est vrai que là j'ai pas mis beaucoup de cartes, j'ai mis les 2 que on va étudier plus tard, qu'on a sélectionné. Alors qu'est-ce que la mutation? Je me lance. C'est quelque chose qui doit pouvoir se jouer en éphémère, je crois, ou c'est que la pieuvre? Je dis peut-être déjà une connerie. C'est éphémère que si la carte a le flash comme ça écrit. Oui, voilà. Sinon c'est comme une créature normale. Voilà. Alors c'est une capacité, donc vous avez une créature normale avec un coup de mana et une force et une résistance, et vous avez une capacité supplémentaire qui s'appelle mutation pour un coup alternatif qui est marqué généralement à côté, et quand vous la jouez, ça va se mettre directement sur la créature, donc faut la jouer, vous pouvez pas la jouer en flash, et après vous pouvez choisir de mettre la carte avec la mutation sur la créature. Et dans ce cas-là, ça sera les caractéristiques de la créature qui prévaudront, ou sous la créature, et dans ce cas-là, ça sera les caractéristiques de la créature qui sont déjà sur le board qui prévaudront. J'appelle caractéristiques la force et l'endurance de la créature. Après, il faut savoir que les capacités vont se cumuler. Voilà. Par exemple, si je joue une bubale de parcelle sur une carte, si je la mets au-dessus, la carte deviendra une 2-4, avec regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, et si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille. Si vous ne mettez pas de carte sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main. Et si la créature d'en dessous a le vol, la bubale récupère le vol. Et donc notamment j'ai mis la pieuvre que moi j'aime beaucoup parce que comme mes camarades vous diront, j'adore les decks flash. Donc pour remplacer le petit enchantement qu'on avait à Ixalan qui faisait piocher, on joue un esprit 1-1 en fin de tour de l'adversaire, on lui pose la mutation dans son tour 2 et il peut aller voler et nous récupérer une carte. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Yushiba, j'ai oublié quelque chose? Oui. Dis-moi. Juste une petite précision. Tu as précisé qu'on ne pouvait pas la jouer en flash, la mutation aussi. Ça a un effet de remplacement. Donc si la carte a le flash, tu peux jouer ta carte de mutation en flash. Oui, tout à fait. Oui. Alors j'ai pas été assez clair. Tu as oublié quelque chose. Voilà. Oui. Ce que tu as oublié, c'est qu'on ne peut muter que sur des créatures qui sont non humains. C'est écrit dans les caractéristiques. Il suffit de le lire. Il a écrit pour son coup de mutation sur non humain. Voilà. Le coup de mutation peut être inférieur ou supérieur. Ça dépend des cartes. Voilà. L'inconvénient, alors pour parler de cette capacité, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est que quand vous allez quand vous allez muter sur une créature, au lieu d'avoir 2 créatures sur le board, vous n'en avoir qu'une. Donc si on vous la détruit, on vous détruit les 2. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça va les effets, si vous mutez sur une créature qui a déjà la mutation, ils vont s'empiler tous les effets, comme tu le disais, Bobo.
Ça, c'est quand même l'avantage. J'ai lu un truc, mais c'est vrai que j'ai pas joué beaucoup de mutations, sauf sur le premier CD. Il paraît que quand tu lances une mutation et que la créature qui est en dessous est détruite en réponse, la carte de mutation reste sur le board, c'est ça? Tout à fait. La carte, en fait, elle se met comme si elle n'était pas mutée. Par contre, simplement, par exemple, Ouais, la pieuvre qui vaut 3, elle si va tu te la coûter payes que pour 2, 2. bon, bah, l'avantage, c'est que ça va coûter que 2. Ok. Voilà. Je suspecte, Yoshiba, que c'est une capacité que tu aimes bien. En fait, j'ai beaucoup apprécié en limité. C'est assez agréable, ça permet de faire plein de tricks. Bon, pour une fois, j'ai un petit peu gagné et j'étais assez content. Mais tu peux vraiment faire Et il dis faut pas pas ça trop sur en une abuser, vidéo de mais pro quand même. Oh, oh. ah non, non, mais moi j'étais en bas, j'ai joué en bas niveau. Hein. Non, 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 je me vends ça. Bah, de toute façon, sur Et toi, MTG, Zed? à Arena, tous les mois, on te remet en bas. Donc, enfin, plus t'es haut, moins tu descends vite, mais bon, c'est pas facile d'y aller tout le temps. Zay, il a un petit commentaire sur la mutation? Oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est une très bonne capacité, encore une fois, de cette nouvelle extension. Ça permet de jouer des créatures qui ont des capacités plutôt intéressantes à bas coût. Alors ok, comme l'a dit Yushiba, il faut faire un petit sacrifice, c'est d'avoir une créature sur le board et de potentiellement se faire avoir par une seule gestion de créature pour gérer entre guillemets deux créatures qu'on a posées l'une au-dessus de l'autre. Les capacités de mutation, la plupart du temps, quand c'est des créatures qui sont plutôt fortes, en tout cas qui ont un card advantage intéressant, qui vont provoquer un card advantage intéressant, ont des coûts de mutation plus bas que leur coût de mana original. Ah, Donc, d'accord. puisque faut le savoir, la mutation, c'est un coût alternatif et pas autre chose. Donc voilà, pas un coût supplémentaire ou quoi que ce soit. Il y a des capacités, comme il y a des créatures comme le Gem Raiser qui pour moi est une très très bonne carte de l'extension, une carte rare. C'est une 4/4 pour 4 de base en vert qui a un coût de mutation de 3. Et je trouve ça extrêmement fort de pouvoir avoir une carte qui est 4/4 portée piétinement pour 3 et qui, quand tu la mutes, détruit un artefact ou un enchantement contrôlé par l'adversaire. C'est Ouais, extrêmement fort et t'en avais parlé hier dans une liste avec le 0-3 là, qui met un terrain, c'est ça? Exactement. Exactement. Okay. Je trouve ça très très fort. Moi, je me suis pris ça sur un draft. Alors, pas la mutation en elle-même, mais un espèce de golem blanc, je crois, et que dès qu'il mute, il a l'exproof. Alors, dès que la carte a l'exproof, ça devient une catastrophe à gérer parce que il mute sur un truc qu'on peut pas cibler, et puis les effets s'empilent. J'ai gratté du temps avec l'expérience, mais j'ai pas été capable de l'avoir. Donc, je trouve que ça donne encore plus de puissance à l'exproof, justement pour éviter ce que disait Yushiba, de se faire dégommer, quoi. Bon, donc apparemment tout le monde est d'accord, bonne capacité. Quelqu'un a un petit rajout? Quelque chose à dire. Ouais, vas-y. Oui. En fait, on a oublié quelque chose d'important. C'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va muter sur une créature qui est déjà sur le board. C'est-à-dire que si elle y était le tour d'avant, elle va attaquer de suite. C'est-à-dire qu'on prend une petite créature qui est sur le board, qui est 2/2. Lorsqu'on va mettre, par exemple, l'exemple de Zell tout à l'heure, la 4/4, ça veut dire qu'elle va attaquer de suite. Donc l'avantage des mutations, c'est quand vous les posez en plus, sur une créature évidemment qui a été posée le tour d'avant ou encore avant, hein, elle va pouvoir attaquer. Et souvent, ça fait des grosses différences parce qu'on ne s'attend pas à se faire déborder d'un seul coup avec une grosse carte. Exactement. Bon, et bien en tout cas, il y a des choses à faire avec cette fameuse capacité. Bon, et donc la troisième capacité, une capacité qu'on va revenir de temps en temps. La dernière fois, c'était sur un Monkey. Donc le recyclage en français, ou le fameux cycling.
Alors, Zaïd, je vais te laisser la parole parce que tu nous as dit beaucoup de bien, notamment tu nous as fait une remarque super intéressante sur les coûts de recyclage, donc je te coupe pas l'herbe sous le pied, vas-y. Bah, écoute, c'est une capacité, comme tu l'as dit, qui existe depuis déjà un moment. Là, dans l'extension, il y a énormément de cartes qui ont le recyclage et un recyclage qui ne coûte que 1. Donc, c'est une capacité qui te permet de défausser en payant un coup de mana incolore et de piocher une carte. Ça permet de créer des decks complètement ridicules, puisqu'en ce moment sur MTG Arena, on voit des decks cycling, donc recyclage en G-Sky principalement, en jouant plutôt 2 couleurs, c'est-à-dire rouge et blanc, puisque les principales créatures qu'on peut voir ici, comme le sauveteur valeureux, est une carte qui est extrêmement jouée dans le deck, puisque à chaque fois qu'on va recycler pour la première fois durant un tour, on créera un token 1-1 blanche, humain et soldat. Alors Il y en a d'autres qui j'ai mis font l'humain un et peu le la même sorcier. chose. On voit le sorcier rouge en bas, alors c'est vrai que je l'ai mis sous les mers combinatoires, qui est beaucoup joué aussi, à savoir quand on recycle, il met une blessure à l'adversaire. Donc c'est avec Exactement, le sauveteur, c'est les 2 cartes qui tournent. c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il en manque encore une, c'est le petit renard, 1-1 pour un mana blanc, qui dit qu'à chaque fois qu'on recycle une carte, peu importe si c'est la première carte du tour ou la 10e, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Avec quasiment plus de 20 cartes dans le deck qui recyclent pour 1, ça devient une très très grosse créature. Qui sont pour moi le plus représentatif parce que comme tu as dit Zale, il y a le deck semi-Boros et il y a aussi un deck avec une carte dont le nom m'échappe, ça j'aurais dû le mettre dans mes notes. Je sais pas si vous voyez le fameux deck dont je parle là, le deck bleu et puis il y a l'enchantement vert, bleu et puis une troisième couleur, ça doit être blanc, qui fait piocher 2 cartes quand on joue un sort et qui fait défausser de sa main en fin de tour. Donc la personne pose des mers envahissantes, recycle à fond joue des sorts à fond les ballons, pioche comme un cochon et il se retrouve avec généralement des mers combinatoires avec 11 ou 12 jetons et il pond des 8-8 comme d'autres pondraient des 1. Ça veut. Vous avez vu passer ce deck là ou pas? Ueshiba, tu l'as vu? Jamais, moi jamais. D'accord. Non, Bon. moi, après, j'ai pas vu trop le metagame. D'accord. Par contre, j'ai quelque chose à rajouter par rapport aux capacités là. C'est que, ce qu'on a oublié de dire, le recyclage, il est il est sur les couleurs G-Sky et la mutation, elle est sur les 2 autres couleurs vert et noir, principalement. D'accord, ouais. Il y a aussi beaucoup de cartes noires qui se recyclent dans l'extension. Donc c'est vraiment un petit deck qui est arrivé et c'est vrai que quand on se retrouve avec un renard tour 3 qui est déjà 4-4, c'est quand même plutôt compliqué.